tous, merci de nous rejoindre ce matin pour cette table ronde consacrée à l'hydrogène vert et à son utilisation dans les villes. Merci de nous retrouver sur latribune.fr pour suivre cette table ronde. Donc je reprécise juste que pour des raisons sanitaires, nous devons conserver nos masques pendant toute la durée des échanges. On en est bien désolé nous-mêmes, mais c'est comme ça, on fait avec. Alors, l'hydrogène, comme je disais, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres, pour lequel la France a annoncé un plan relativement ambitieux, qui occupe une bonne place dans le plan de relance et aussi dans France 2030, qui a été annoncé il y a quelques semaines par le président de la République. Également à l'échelle européenne, en bonne place dans le Green Deal, et pour lequel France Hydrogène, dont nous avons une vice-présidente aujourd'hui présente, a publié récemment une feuille de route. Alors simplement, je serai rapide pour dire qu'aujourd'hui, quasiment 95% de l'hydrogène fabriqué dans le monde est fabriqué à partir d'énergie fossile et notamment par vaporeformage d'hydrocarbures, et qu'il est également essentiellement utilisé dans l'industrie. Et aujourd'hui, on ne va en fait parler ni d'hydrogène gris et ni vraiment d'industrie. On va au contraire parler d'hydrogène vert ou décarboné et de son utilisation dans les villes. Alors pour parler de ce sujet passionnant, j'accueille Valérie Bouillon-Delporte. Donc vous êtes première vice-présidente de France Hydrogène et vous êtes également High Representative for Mobility au sein de Hydrogène Europe et directrice de l'écosystème hydrogène chez Michelin. Jean-Patrick Masson, alors vous représentez justement la ville dans cette table ronde. Vous êtes vice-président de Dijon Métropole en charge de la transition énergétique. Dijon qui, comme on va le voir, est une ville pionnière en matière d'utilisation d'hydrogène. Enfin, Ghislain Robert, vous représentez, est-ce qu'on peut dire la start-up Life encore, et vous en êtes directeur du développement France. Et donc chacun d'entre vous, ce que je vous propose de faire, c'est lors de votre première prise de parole de présenter un peu la structure à laquelle vous appartenez. Enfin, Dijon, je pense que tout le monde voit à peu près. Donc je donne la parole d'abord à vous, Madame Bouillon-Delporte, pour peut-être dessiner un peu le paysage, le contexte un peu global. Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'hydrogène en ce moment en France, comme je l'ai dit, mais aussi en Europe et même dans le monde entier? Pourquoi est-ce que ça semble être une baguette magique à la transition énergétique qui s'avère nécessaire dans les décennies qui viennent? Merci Dominique. Alors rapidement, France Hydrogène, c'est l'association des industriels de l'hydrogène en France qui regroupe un certain nombre d'acteurs industriels sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Quand on parle d'hydrogène, on parle de la production de la molécule jusqu'à ses usages, et ils sont nombreux. Hydrogène Europe, c'est l'association des industriels de l'hydrogène, mais à l'échelle européenne. Donc c'est aussi un partenariat public-privé avec la Commission européenne. J'en parlerai tout à l'heure, puisque hier, il y a eu de grandes annonces faites par la présidente de la Commission européenne. Ce qui prouve qu'on est en plein. Voilà, c'est bien sur l'agenda politique. Et puis, bon, Michelin, bien sûr, c'est des pneus. Michelin, c'est aussi des guides. Mais Michelin s'intéresse aussi à l'hydrogène. Et Michelin est un acteur dans l'hydrogène. Pour répondre à votre question, je pense que c'est important de donner des éléments de contexte au public. On va parler d'hydrogène vert. Moi, j'aimerais bien aussi parler d'hydrogène bas carbone. Qu'est-ce que l'hydrogène vert? Parce que on a commencé par donner des couleurs à l'hydrogène. L'hydrogène vert, en fait, c'est un... Peut-être, est-ce que, très rapidement, rappeler ce que c'est que l'hydrogène, qui est un vecteur d'énergie. Enfin, tout à fait. Alors, tout le monde vous avez, je ne veux pas non plus empiéter sur le territoire des autres personnes qui sont là. Je pense que côté Life, comme côté Dijon, ils en parleront aussi bien que moi. Donc, l'hydrogène, en fait, ce n'est pas une énergie. L'hydrogène, c'est un vecteur de stockage énergétique. D'accord ? Et l'hydrogène a cette capacité de pouvoir se stocker et de pouvoir être soit utilisé sous forme de gaz, puisque c'est un gaz qui est très léger, aussi bien pour des applications mobilité que pour des applications dans les bâtiments, que pour décarboner l'industrie. Et c'est aussi un gaz qui peut être retransformé, soit injecté dans des réseaux de gaz, mélangés ou bien purs, soit encore, alors je vais rentrer dans un terme technique, power to gas to power, c'est-à-dire on utilise l'électricité pour faire de l'hydrogène et cet hydrogène, on le retransforme ensuite en électricité.
Voilà, donc peut-être sans rentrer trop dans les détails, juste expliquer que l'hydrogène vert ou décarboné, sur lequel vous allez revenir. Alors, pas décarboné. Attention, bas les mots carbone. ont toute leur importance. Bas carbone. Pourquoi? L'hydrogène vert, Il est fabriqué à partir d'électrolyse de l'eau. C'est juste ça ce que je voulais l'hydrogène rappeler. vert, c'est le Graal. C'est l'objectif des feuilles de route stratégiques au niveau européen, des feuilles de route stratégiques au niveau français. C'est de l'hydrogène qui est fabriqué par électrolyse de l'eau en utilisant de l'électricité issue d'énergie renouvelable. L'hydrogène bas carbone, c'est un hydrogène bas carbone, forcément. L'hydrogène bas carbone, en général, c'est un hydrogène qui est fabriqué par électrolyse de l'eau. Et en France, nous avons aussi une électricité qui vient du nucléaire et qui est considérée comme bas carbone. Voilà la petite parenthèse. D'ailleurs, on parle plus, enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent pour ne plus utiliser ces couleurs, mais justement la teneur en carbone, en fait, de l'hydrogène. Oui, et c'est justement ce qui s'est décidé au niveau européen dans un package législatif qui a été publié en juillet dernier, le Fit for 55. Et vous avez un référentiel qui est exprimé dans la taxonomie qui dit que sera considéré comme hydrogène bas carbone l'hydrogène qui est produit en émettant moins de 3 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Donc les deux hydrogènes que j'ai mentionnés rentrent tout à fait dans cette catégorie-là. Alors, pour revenir sur cet engouement pour l'hydrogène qui est quand même, je dirais, assez récent. Moi, personnellement, sur l'hydrogène, j'y travaille depuis 2014. Au niveau de la Commission européenne, vous avez des fonds de partenariat public-privé qui ont été établis en 2008. Donc, c'est des sujets qui remontent quand même à quelques années. Mais depuis mars 2018, l'hydrogène est en haut des agendas des politiques. Pourquoi? Plusieurs raisons. On parle de changement climatique. Quand on dit changement climatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on réduit le CO2. On parle également d'augmentation de la part des énergies renouvelables dans l'électricité. On parle également de réduction de CO2 pour le transport, d'indépendance énergétique et puis en fait de crise économique et de revitalisation de l'industrie. Quand vous prenez l'hydrogène coche toutes les cases. Pourquoi? C'est produit avec, par électrolyse, très peu de CO2. Ça peut être utilisé pour décarboner le transport, ça peut être utilisé pour décarboner l'industrie. C'est également un vecteur indispensable, et c'est pour ça que depuis 2018, le commissaire européen à l'énergie de l'époque, Miguel Cañete, l'a intégré dans sa feuille de route, parce que vous ne pouvez pas réussir votre feuille de route énergétique. Je vous rappelle quand même que le mix d'énergie renouvelable dans la feuille de route européenne, c'est 40% dans le mix électrique. Vous ne pouvez pas atteindre cet objectif si vous ne savez pas stocker l'excédent des énergies renouvelables. Et pour ce faire, l'hydrogène est le meilleur vecteur. Vous avez également la filière industrielle. Et on a la chance, vous avez un très bel exemple aujourd'hui. Il va nous expliquer voilà, ce que fait Life. on a la chance d'avoir au niveau européen des champions industriels. Et ces champions industriels, au niveau des territoires, au niveau des villes, ça crée des usines, ça crée des emplois, ça crée également des compétences. C'est toutes ces raisons qui ont fait qu'à la fois en Europe, mais également en France, l'Europe et les États, les différents États, se sont mobilisés pour sortir des stratégies hydrogène. Alors, 2020, ça a été une année fantastique pour l'hydrogène, parce que vous avez eu un nombre de pays incalculable qui ont tous sorti leur stratégie hydrogène. Mais plus important encore, ces stratégies s'accompagnent de plans de subvention massifs. Je vous donne plusieurs chiffres. 7,2 milliards en France, ça, c'est le plan français, auquel on vient de rajouter récemment 1,9 milliard. L'Allemagne a mis plus de 9 milliards sur la table et tous les autres pays européens, vous avez aujourd'hui une douzaine de pays européens qui suivent. On retrouve le même phénomène au niveau mondial. Aujourd'hui, vous avez dans le monde 480 projets qui tournent autour de l'hydrogène. Alors, dans le transport, dans l'industrie, dans l'énergie. Vous en avez un peu plus de la moitié en Europe. Quand vous faites la somme d'investissement de ces projets, on atteint la somme de 600 milliards de dollars. Et en dernier lieu, je faisais référence tout à l'heure à la présidente de la Commission européenne. Donc, vous avez depuis hier la European Hydrogen Week, qui est un événement qui se tient sur l'ensemble de la semaine, porté par la Commission européenne avec le partenariat public-privé. Et nous avons eu la chance d'avoir en discours d'ouverture Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Et toute la semaine, nous aurons des commissaires européens qui vont expliquer pourquoi l'hydrogène est important dans leur feuille de route.
Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour ce paysage très, très complet que vous avez brossé. Maintenant, on va entrer un peu plus en détail sur certaines applications ici en France et en particulier donc, dans les villes. Alors, Gisèle Robert, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement qui est Life et nous donner quelques éléments d'actualité, puisque je crois que l'année a été riche en actualités positives pour vous, et nous dire ce que représentent les villes comme cible pour une entreprise comme Life. Écoutez, merci beaucoup. Merci en effet de nous laisser l'opportunité de vous présenter Life. Merci Valérie pour la présentation de ce tableau panoramique de l'hydrogène en France, en Europe et dans le monde. Donc en effet, on évoquait tout à l'heure l'hydrogène renouvelable comme un Graal. Eh bien, la quête du Graal, Life l'a remplie. Et nous avons mis en place un premier site industriel de production d'hydrogène renouvelable sur la côte vendéenne à Bouin, qui nous permet aujourd'hui de produire de l'hydrogène renouvelable tel que désiré par tous ici pour mettre en place un hydrogène renouvelable sur le domaine de la mobilité. Life a été créé en 2017 à une époque où Mathieu Guéné, notre PDG, voulait imaginer un monde décarboné et ne pensait pas que l'hydrogène décarboné n'était pas présent sur le marché. Et alors que l'électrolyse de l'eau, c'est un concept industriel qu'on connaît depuis très longtemps, l'électricité renouvelable, on en a sur notre territoire depuis très longtemps aussi, et bien en couplant ces deux actifs, et bien, Mathieu et une partie de l'équipe qui a créé Life a mis en place un process et a créé un process pour imaginer la production d'hydrogène renouvelable depuis 2017. Depuis 2017, nous avons créé Life pour aujourd'hui nous sommes 65 personnes. Alors, nous avons dépassé le mode de la start-up. Nous sommes maintenant en mode industriel. Start-up oui, sur vous le avez mode commencé industriel. votre production industrielle justement il y a quelques semaines en fait. C'est ça, c'est bien ça. Ce site donc à Bouin a été inauguré le 30 septembre dernier et nous permet aujourd'hui d'être opérationnel pour la production de 350 kg d'hydrogène renouvelable par jour et à terme, c'est-à-dire l'année prochaine, de passer à 1 tonne. C'est vraiment pour nous aujourd'hui le constat qui a été fait à ce titre, c'est de mettre en place un dispositif pour répondre aux attentes des collectivités et des usages. Donc l'électricité que vous utilisez, elle est fabriquée à partir de quelle source d'énergie ? La particularité de Life, c'est de se connecter directement aux sources d'énergie renouvelables, c'est-à-dire que nous sommes directement connectés à des actifs, en l'occurrence des éoliennes, qui nous apportent leurs électrons verts directement sans passer par le réseau. Donc nous sommes totalement renouvelables. Tout à l'heure, on évoquait le seuil de 3 kg par 3 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Eh bien, nous, avec ce procédé, nous sommes à 0,7, alors que le mix énergétique français est plutôt autour de 2,7, 2,8. Ce sont des chiffres de l'ADEME. Donc, vous voyez, on divise par 4 déjà avec ce procédé la production de gaz à effet de serre. Et il faut bien se rappeler, on est là tous aussi pour témoigner aujourd'hui, l'ennemi, c'est le carbone. Donc, on est dans le forum zéro carbone. L'ennemi, c'est le carbone et c'est vraiment le carbone, contre le carbone qu'il faut lutter en essayant de mettre en place des process qui ne produisent pas de carbone. Et nous, avec ce procédé, nous sommes du puits à la roue sans carbone puisque les éoliennes ne produisent pas de carbone, évidemment, sauf la masse de carbone dont ils ont eu besoin pour la créer. Mais à part ça, il n'y a pas eu de carbone. Les 0,7 viennent de là, tout simplement de la production, de la fabrication des éoliennes. Et puis, dans notre process, depuis les éoliennes jusqu'à la distribution, il n'y a pas de carbone. Alors, vous avez commencé à produire vos premiers kilos de carbone. Quelles sont vos perspectives en termes de montée en puissance, en termes de quantité produite, et surtout à quoi vous destinez cet hydrogène en fait, vert que vous allez produire, que vous avez déjà commencé de produire? Alors aujourd'hui, nous sommes beaucoup développés. Un chiffre intéressant. Aujourd'hui, nous embauchons 1 personne par semaine en ce moment. Donc vous voyez, on est vraiment en plein développement. On était 20 en début d'année. On est 65 aujourd'hui. On envisage d'être 150. Enfin, on n'envisage pas. On a besoin d'être 150 en fin 2022 pour nous permettre de répondre aux besoins. Nous avons un premier site de production. Nous travaillons déjà sur de nombreux sites de production en France, mais aussi en Europe. Nous sommes implantés en Suède, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Italie, où nous avons déjà des projets à court terme. Nous avons un premier projet Green Lab en Hollande dont la première phase est à 12 MW, à comparer à Bouin qui est à 2,5 MW. Nous sommes déjà à une phase de 12 MW. Toujours des éoliennes ou... Toujours des éoliennes, en effet, toujours directement connectées à des éoliennes. 12 MW. Une deuxième tranche de 12 MW est d'ores et déjà prévue et qui nous amènera à 24 MW. Et une autre phase supplémentaire de 100 MW est envisagée. Donc vous voyez, on est vraiment sur une perspective de multiplication des actifs de production, puisque notre credo, et en tout cas notre analyse, notre expertise chez Life, c'est de mettre en place des actifs de production massifs au pied des éoliennes, c'est-à-dire entre guillemets dans la campagne,
en campagne où il y a de la place pour massifier la production et ainsi réduire les coûts de production pour avoir un coût d'hydrogène le plus bas possible, un hydrogène renouvelable, compétitif pour alimenter les mobilités de la ville. Ah, bah voilà, vous répondez quand même à la question. Pourquoi faire cet hydrogène? Quelles en sont les principales applications? Alors, et quelles sont vos principales cibles à vous? Les principales cibles, elles sont trois, elles sont triples. L'industrie, on en a parlé aujourd'hui, vous l'avez évoqué en introduction. L'industrie aujourd'hui est le gros consommateur de l'hydrogène sur le territoire. 95% de cet hydrogène est malheureusement gris. Ces industriels veulent aujourd'hui décarboner leur process. Ils font appel à nous pour remplacer l'hydrogène qu'ils consomment d'ores et déjà aujourd'hui par de l'hydrogène renouvelable, ce qui leur permettra de décarboner leur process. C'est la première cible et la cible qui est déjà présente. Les métropoles. Quand même un petit aspect surcoût de l'hydrogène bas carbone. Il y a un aspect surcoût en effet, mais qui est modéré grâce au plan d'investissement que nous propose actuellement l'Europe et la France pour nous permettre de nous implanter sur ce terrain-là et ainsi alimenter les sites industriels. Il faut bien comprendre que les industriels prennent conscience aujourd'hui que le coût n'est pas la seule chose qu'il faut regarder puisqu'il faut décarboner. On est tous là aujourd'hui. Si vous regardez la courbe de progression des gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis les années 60, c'est malheureusement une droite qui ne cesse de croître. Eh bien, évidemment, il faut absolument lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre et les industriels ont leur rôle à jouer. Et pour parler des métropoles, voilà. Moi, je vois les métropoles aujourd'hui comme des catalyseurs, ceux qui montrent le chemin. Les métropoles aujourd'hui investissent massivement dans l'hydrogène sans contrainte. Aujourd'hui, les métropoles n'utilisent pas d'hydrogène gris. Les métropoles n'utilisent pas d'hydrogène du tout, quasiment. Aujourd'hui, très peu d'hydrogène est consommé. C'est de l'hydrogène bas carbone qu'on a évoqué tout à l'heure sur les premières villes qu'on peut évoquer aujourd'hui, avec notamment en Pays d'Artois, avec Lens ou avec Pau, qui ont déjà créé des lignes de bus à hydrogène dans leur métropole, dans leurs agglomérations. Et puis d'autres villes, Dijon nous en parlera évidemment, Le Mans, Saint-Nazaire, beaucoup de villes, Lorient, etc., envisagent, Grenoble, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, il y a Clermont-Ferrand, je ne veux pas toutes les citer, il y en a beaucoup, toutes ces villes-là envisagent d'ores et déjà de mettre en place des mobilités à hydrogène, bas carbone, voire hydrogène renouvelable, pour mettre en place l'embryon d'un écosystème. Parce qu'en fait, l'ADEME nous a montré la voie aussi de ce côté-là, en créant des appels à projets d'écosystèmes hydrogène territoriaux, en implantant un embryon d'écosystème pour que les acteurs du territoire, et c'est aussi la vision de LIFE, puisque les grands acteurs, les grands acteurs politiques nous indiquent qu'il faut y aller, mais ce sont bien aux acteurs du terrain d'y aller pour eux et d'y aller avec eux. Donc LIFE fait partie de ces acteurs-là, mais les métropoles en font partie, et ce sont eux qui aujourd'hui investissent dans des moyens de transport qui coûtent 2 fois, 3 fois, voire 4 fois plus cher pour montrer la voie de l'hydrogène renouvelable. Merci beaucoup. Justement, Monsieur Masson, vous allez pouvoir témoigner. Donc, je disais en préambule, je pense que Dijon est la ville pionnière en matière d'utilisation d'hydrogène en France. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Effectivement, dans quelles applications en particulier avez-vous décidé d'utiliser l'hydrogène? Et vous pouvez peut-être effectivement confirmer le surcoût en termes d'équipement que ça représente. Oui, merci. Oui, effectivement, il y a plusieurs aspects. Certains ont déjà été évoqués dans les raisons qui nous ont amenés à ça. Le premier, c'est que ça s'inscrit... Qu'est-ce que vous faites déjà en fait avec l'hydrogène? Ce qu'on fait, alors peut-être de manière la plus simple, on est focalisé sur tout ce qui est véhicules lourds, donc flotte captive, on en a 2 traditionnellement dans les collectivités, les transports en commun, donc les bus, et la collecte des ordures ménagères, donc les bennes ordures ménagères. Donc ça, c'est, je dirais, notre aspect consommateur. Et alors, peut-être un mot sur pourquoi plutôt de l'hydrogène que des batteries électriques? Justement, oui, c'est pour ça que j'allais effectivement commencer par là. En fait, notre logique, elle est multiple. Et on aboutit à l'hydrogène du fait de cette logique multiple. La première chose, c'est qu'on cherche effectivement un mix énergétique pour la mobilité qui soit le plus bas possible en émissions de gaz à effet de serre. Clairement, il y avait cette volonté. Ensuite, il y a des données techniques qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de ne pas bousculer les services tels qu'ils sont rendus aujourd'hui. Je vous prends un exemple simple. Une benne à ordures ménagères, en ce qui nous concerne, elle fait 2 tournées par jour. Si on met des batteries, on a un premier problème qui est le temps de charge, c'est-à-dire disponibilité des bennes. Et un deuxième problème, c'est la limitation du poids total en charge,
puisque évidemment, les batteries étant relativement lourdes, ça limite la quantité de déchets potentiellement prise par les bennes à ordures ménagères. Ce qui veut dire, pour le même service, des tournées différentes et même plus de véhicules. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect qui n'est pas négligeable non plus au plan technique, qui est valable d'ailleurs pour les bus comme pour les bennes à ordures ménagères, c'est l'autonomie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que là, en ce moment, il fait froid. Dès que vous avez un peu de côte et qu'il fait froid, une batterie, elle a quand même un rendement très inférieur au rendement qu'on peut attendre en rythme normal en plein été. Donc, du coup, l'hydrogène était... Et l'hydrogène, non. C'est l'hydrogène insensible permettait une à charge la rapide, température. pas de surpoids, et une autonomie et une puissance. Parce qu'en fait, une benne à ordures ménagère, puisqu'on a commencé par là, une benne à ordures ménagères, son job, c'est s'arrêter et redémarrer toutes les 2 minutes, 1 minute devant chaque adresse. Et ça, c'est très consommateur. Et donc, ça, c'est hyper consommateur d'énergie. Et si je peux me permettre, vous avez également dans les véhicules à hydrogène, vous dégagez de la chaleur. Donc, contrairement à un véhicule électrique à batterie, vous n'avez pas besoin d'aller puiser l'énergie dans la batterie pour chauffer l'habitacle. Voilà. C'est produit par la pile à hydrogène sans puiser sur énergie stockée dans le véhicule. Exactement. Donc, des avantages techniques qui étaient relativement évidents pour ce qui nous concerne. Et un autre aspect qui était pour nous fondamental, c'était qu'on souhaitait intervenir sur tous les niveaux en ce qui concerne l'hydrogène. C'est-à-dire qu'à la fois, on est producteur d'énergie électrique, on a une usine d'incinération, donc un turbo-alternateur. On a donc de l'énergie électrique disponible en grosse quantité. On avait la possibilité, juste sur le même site, de mettre en place un électrolyseur et du stockage. Et puis évidemment, on a nos bennes à ordures ménagères qui tournent et donc qui passent juste devant. Donc on a un cercle vertueux entre la collecte des déchets, la production d'électricité, d'hydrogène et la consommation. Et du coup, sur le coût de production de l'hydrogène, est-ce qu'il y a un enjeu ou... Alors évidemment qu'il y a un enjeu. Je veux dire, les coûts aujourd'hui sont relativement élevés. Alors on maîtrise une chose, c'est le prix de l'énergie électrique. Oui, voilà. Puisque nous sommes en régie sur notre incinérateur. Donc on peut, entre guillemets, la collectivité peut favoriser un prix d'hydrogène relativement faible. Je dis relativement, parce que on est vers 12 € le kilo. Donc c'est pas tout à fait faible, quoi. Je veux dire, faut que les choses soient claires par rapport à de l'hydrogène industriel. On est beaucoup plus cher. Donc, du coup, on a quand même ce levier. Et c'est une pratique à Dijon. On souhaite, en matière d'énergie, être sur tous les rôles. Pour nous, c'est important parce que ça permet de maîtriser au plan local notre sort énergétique et favoriser au maximum la décroissance des utilisations des énergies fossiles. Donc c'est pas un bon client pour vous, en fait, Dijon, puisqu'il fabrique à partir de sa propre électricité renouvelable, finalement. Ah non, mais toutes les métropoles ont évidemment mis en place des solutions qui leur sont propres. Il faut saluer l'effort qu'a fait Dijon parce que c'est un investissement, c'est une remise en cause totale de l'exploitation de la ville, tout simplement. On vous l'a évoqué tout à l'heure, avec des questions saines qui sont posées. Et à des questions saines, on apporte des réponses saines. Est-ce que la solution qui a été envisagée là est tout à fait légitime et se comprend tout à fait? Alors peut-être qu'on... Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais simplement ajouter le fait que, effectivement, à un moment, on ne va pas avoir assez d'hydrogène, pas assez d'électricité. Donc on a commencé, Oui, parce que là, on parle de combien de véhicules et quel est votre plan, parce votre feuille de route? En fait, on a une montée en charge. On a 42 ou 44 bennes à ordures ménagères, on ne sait pas exactement, mais on va dire plus d'une quarantaine à acheter et environ 180 bus à acheter. Donc tout ça, ça va se dérouler quand même au fur et à mesure du renouvellement du parc. Évidemment, on ne va pas renouveler tout d'un coup. De toute façon, ça, c'est un autre problème, c'est la fourniture des véhicules. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Oui, on y reviendra. Clairement, aujourd'hui, on est vers 220, 230 véhicules en 9 ans. Alors, c'est une feuille de route assez ambitieuse. Donc. On a une autorisation de programme qu'on a votée récemment de 100 millions d'euros sur le sujet. Et donc vous n'êtes pas sûr d'avoir suffisamment d'hydrogène en fait, pour alimenter toute cette flotte à terme? En fait, la question est plutôt d'avoir un développement de la production d'hydrogène et de l'usage de l'hydrogène au travers de nos véhicules qui soit sur le même pas de temps.
C'est-à-dire qu'on va à certains moments avoir trop d'hydrogène et à d'autres moments pas assez. Mais ça vient du fait que les deux calendriers sont quelquefois difficiles à mettre ensemble exactement. Donc la rencontre entre l'offre et la demande est toujours compliquée, là. Si vous permettez, il s'agit toujours de l'histoire de l'œuf et de la poule qu'on C'est ça. évoque à chaque fois. Eh bien, les écosystèmes hydrogènes demandent qu'on invente l'œuf et la poule, qu'on crée l'œuf et la poule en même temps pour que le besoin et l'offre soient proportionnés pour faire avancer l'écosystème. Donc c'est tout ça, c'est une réflexion très en amont qui demande un phasage important, puisqu'on se projette à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans pour envisager l'œuf et la poule en même temps et que tous les acteurs du territoire puissent avoir de l'hydrogène disponible. Parce qu'on parle des métropoles avec leurs besoins, mais il faut penser aussi à la mobilité en général, au transport et à la logistique, et globalement à l'industrie qui a besoin d'hydrogène sur les écosystèmes territoriaux. Alors, merci pour ce premier témoignage. Valérie Bouillon-Delporte, sur les villes en général, est-ce que les villes sont aujourd'hui prêtes à faire ce que fait Dijon dans leur globalité, ou est-ce qu'il y a un petit travail de sensibilisation, d'acculturation à faire, et est-ce que France Hydrogène s'y emploie? Alors, France Hydrogène s'y emploie, c'est clair, je vais vous expliquer comment. Dijon est une des métropoles les plus avancées, je ne crois pas me tromper en disant ça. L'hydrogène au niveau des collectivités, les premières, ça a été en 2017. Je crois même que la première région à parler d'hydrogène en 2016, c'était la région d'Occitanie. La région Auvergne-Rhône-Alpes a enclenché ensuite. Il y a beaucoup de projets communs, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes sur le train. Ghislain, tu n'as pas mentionné le train hydrogène, mais là aussi, il y a un regroupement des régions pour aller vers le train. Et les collectivités ont un rôle à jouer. Alors, elles ne passent pas à l'hydrogène comme ça. Ça, c'est certain. C'est déjà un nouveau vecteur énergétique dont on parlait très peu et on en parle de plus en plus. Il y a également une accélération du passage à l'échelle. Je vais vous donner l'exemple des bus, parce que le bus, c'est quand même, le transport public, c'est quand même l'exemple qui illustre bien la volonté des collectivités. On l'a vu, 180 bus à Dijon, c'est quand même assez important. Juste une question justement sur les applications. On a vu là les bus, les bennes à ordures. C'est toujours ça en fait, les premières applications dans les villes? Alors pour les collectivités, oui, c'est les bus, c'est tout ce qui va être transport des déchets. Vous allez également avoir les nettoyeuses, les balayeuses qui peuvent éventuellement être décarbonées. C'est les autocars pour le transport scolaire, c'est tout ce qui va tourner autour du transport ferroviaire, le train. Et puis même si ça ne concerne pas directement la métropole, le transport de marchandises, donc les véhicules utilitaires, les camions, c'est important également parce que avec la multiplication des zones à faible émission, pour rappel, il y a quand même 35 métropoles aujourd'hui qui sont concernées, et villes qui sont concernées par la mise en place des zones à faible émission. Il faut bien que les camions soient compatibles avec ces réglementations-là. Parce que vous disiez, on voit bien qu'il faut baisser les émissions de CO2, on voit bien la courbe verticale, etc. Bon, c'est aussi la réglementation qui pousse les villes quand même à bouger. Alors, la réglementation, elle la pousse à deux niveaux. Elle la pousse au niveau européen. Je vous ai mentionné tout à l'heure Fit for 55. Dans Fit for 55, vous avez un objectif qui est moins 55% de CO2 pour les véhicules légers et moins 20 à quel horizon 2030. Et vous avez aussi sur les poids lourds depuis 2 ans une baisse de CO2 qui est à moins 15% en 2025 et moins 30% en 2030. En revanche, en France, vous avez une loi qui est encore plus ambitieuse, qui est la loi de transition énergétique, qui impose aux collectivités depuis 2020, celles qui ont des flottes de plus de 20 véhicules, d'avoir dans leurs nouveaux appels d'offres au moins 50% de véhicules propres. En véhicules propres et véhicules zéro émission, il y a une petite différence. Un véhicule zéro émission, il est électrique, après qu'il soit à batterie ou hydrogène, peu importe. Oui, parce c'est l'occasion de rappeler une fois de plus que véhicule à hydrogène, c'est une sorte de véhicule électrique. C'est un véhicule électrique. Qui n'est pas à batterie. Voilà. La seule différence, en fait, c'est la façon dont vous stockez l'énergie. Dans une batterie, vous stockez l'électricité dans la batterie. Dans un véhicule à hydrogène, vous stockez l'hydrogène dans un réservoir à hydrogène au lieu d'être un réservoir à carburant. Et c'est cet hydrogène que vous allez transformer en le combinant avec l'oxygène de l'air dans une pile à hydrogène pour faire de l'électricité. Mais que ce soit un véhicule à batterie ou un véhicule à hydrogène, ils ont un moteur électrique
Et c'est ce moteur électrique qui reçoit l'électricité et fait avancer le véhicule. Donc ça, c'est assez simple. Pour en revenir donc à la loi de transition énergétique, c'est aussi un aiguillon pour les collectivités parce qu'elles doivent être compatibles avec les législations en cours. Et puis vous avez aussi d'autres ambitions qui sont exprimées au niveau européen, notamment dans le déploiement des infrastructures de recharge, que ce soit des infrastructures de recharge pour les véhicules à batterie ou pour les véhicules à hydrogène. Et là, on en est où en fait pour les véhicules à hydrogène? C'est vraiment un peu balbutiant encore, non, les infrastructures? On en est. Alors, au niveau mobilité, on en est vraiment au début. Ouais. Faut pas la batterie, ça a commencé il y a quand même un peu plus d'une dizaine d'années. L'hydrogène, ça commence également depuis 3-4 ans. Vous avez donc, à l'échelle française, on doit avoir à peu près 400 à 500 véhicules qui sont déployés. On vise d'abord les professionnels, parce que comme le disait Ghislain, il faut faire du en même temps. Donc pour faire du en même temps, c'est beaucoup plus facile de mettre une infrastructure qui corresponde aux besoins des professionnels, mais qui ne sera pas aussi déployée et pas aussi étendue que celle dont aurait besoin un particulier. Et dans les collectivités... Oui, parce que là, on parle de flotte captive, en fait. Donc, oui. Ils peuvent s'approvisionner à un seul même point d'avitaillement. Malgré tout, les transporteurs aujourd'hui, enfin, j'en ai rencontré un certain nombre dans le privé, ils cherchent effectivement à avoir des points de ravitaillement avant de sauter le pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sur la métropole, la première station qu'on met en place, elle est ouverte. Elle n'est pas seulement dédiée à nos bennes ordures ménagères, mais elle est ouverte à tous les utilisateurs. Ah, d'accord, donc s'il y a des voitures électriques à hydrogène, il n'y en a pas encore beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, pour les poids lourds, c'est important pour qu'un certain nombre d'entreprises se lancent. Et donc là, moi, j'ai déjà un certain nombre qui m'ont dit l'an prochain, puisque notre station ouvre l'an prochain, au mois de juin. Donc il y a un effet d'entraînement en fait de la métropole sur. Mais effectivement, avoir des stations qui permettent de se ravitailler, c'est fondamental. Sinon, ça ne marche pas. Oui, c'est très important en effet. Et ce qui est important, c'est l'apprentissage, parce que ces transporteurs qui possèdent aujourd'hui plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de camions dans leur flotte, eh bien, ils ont besoin de se projeter eux aussi dans cette mobilité décarbonée. Donc, ils ont besoin d'apprendre l'hydrogène. L'hydrogène, ça s'apprend, ça s'appréhende. Il faut investir dans 1 ou 2 moyens de transport. Donc, parmi leurs 100 camions, eh bien, ils vont acheter 1 ou 2 camions hydrogène pour commencer à imaginer leur mobilité et leur transport à l'hydrogène et ensuite aller beaucoup plus loin en investissant beaucoup plus. Alors justement, vous dites l'hydrogène, ça s'apprend. C'est une question à vous deux. Ouais. En fait, les villes, comment elles réagissent aujourd'hui par rapport à cette éventualité d'utiliser de l'hydrogène? Tout à l'heure, j'étais partie sur l'exemple du bus. Donc, je vais revenir au bus. On s'est rendu compte, en fait, sur le bus, la plupart des collectivités, début 2017, ne savaient pas du tout qu'un bus électrique pouvait être aussi à hydrogène. Donc, au niveau de France Hydrogène, on a commencé à faire des séminaires pour les villes et surtout, on a développé des livres blancs. On s'est appuyé sur les premières villes qui avaient déjà déployé des bus à hydrogène, notamment Pau et Artois-Gohelle, pour qu'ils nous expliquent un petit peu quels étaient les obstacles qu'ils avaient rencontrés. Et on a sorti, il y a maintenant plus d'1 an, un livre blanc sur comment déployer des bus à hydrogène pour donner un petit peu des clés de lecture aux collectivités. Il y a également un groupe de travail territoire au sein de France Hydrogène pour accompagner à la fois les régions et les collectivités dans leur réflexion pour intégrer l'hydrogène aussi comme une des solutions. Je pense qu'on est tous alignés sur le fait que l'hydrogène n'est pas la solution, c'est une des solutions. Et suivant les cas de figure, là encore, Dijon est un bon exemple, pouvoir valoriser une usine d'incinération pour fabriquer de l'énergie et avoir un cercle vertueux avec les bennes à ordures ménagères, ça fait sens. Mais vous n'aurez pas forcément les mêmes cas de figure dans chacune des villes. Alors, même question, Ghislain. Les villes que vous démarchez, que vous prospectez, comment est-ce qu'elles réagissent et quels sont éventuellement les freins qu'on vous oppose par rapport au fait de basculer ces flottes à l'hydrogène? Écoutez, aujourd'hui, toutes les villes, les agglomérations, les métropoles sont évidemment très favorables à cette vision de mobilité hydrogène. En voulant... Toutes les villes sont très favorables à cette vision? Oui, toutes les villes, évidemment, veulent décarboner. Elles ont une obligation déjà réglementaire de le faire. Après, ça passe par l'hydrogène ou par autre chose. En fait, vous avez rien à faire, alors vous allez les voir. Si seulement. Non, malheureusement, il y a tout à construire. On est sur un marché qui n'existe pas. Tout à l'heure, les usages, on en parlait, il y a très peu d'usages. Donc, les métropoles envisagent aujourd'hui, mais il faut tout construire avec elles. Et il faut tout construire ensemble. C'est tous les acteurs de l'économie du territoire qui doivent être réunis pour
réunir les usages publics, les usages privés, les petits, les gros, mais aussi les distributeurs, mais aussi les transporteurs et enfin les producteurs que nous sommes pour créer un écosystème global. Donc il y a beaucoup de travail à mettre en place. Et tout à l'heure, on évoquait les incinérateurs, les unités de valorisation énergétique qui sont pour les métropoles un moyen de mettre en place des circuits courts. Pour une métropole, créer sa propre énergie, c'est quand même fantastique. Et en plus, on crée son énergie, on l'utilise pour ramasser ses déchets qui eux-mêmes créent leur énergie. On consomme l'électricité qu'on produit, on est capable de valoriser l'hydrogène, de valoriser l'oxygène. On n'a pas parlé de la cogénération d'oxygène, mais les électrolyseurs font de l'oxygène qui peuvent améliorer la post-combustion des UVE ou le traitement des eaux usées. Et en plus, l'électrolyse consomme l'eau déminéralisée produite par les UVE. Donc on est vraiment dans quelque chose de très vertueux. Alors oui, présenté comme ça, on se demande pourquoi tout le monde n'y va pas en courant. Tout de suite. Mais tout le monde y va, on y va tous ensemble, on y va chacun à notre rythme, on y va chacun avec des visions peut-être un peu différentes. Et encore, on a bien vu autour de la table ici qu'on partage quand même globalement la même vision qu'il faut aller vers l'hydrogène renouvelable ou bas carbone, en tout cas être sous le seuil des 3 kg par kilo d'hydrogène produit pour aller vers une mobilité décarbonée. Il y a quand même, alors je ne voudrais pas être rabat-joie, il y a un point qui est quand même souvent soulevé pour mettre un peu en garde contre cet enthousiasme assez généralisé aujourd'hui pour l'hydrogène bas carbone, qui est en fait le rendement, parce que pour le fabriquer, l'hydrogène, il faut utiliser de l'énergie, ensuite rebelote dans l'autre sens, si j'ose dire, en tout cas retransformer l'hydrogène pour l'utiliser, le cas échéant, et du coup le rendement énergétique de toute l'opération n'est pas quand même complètement exceptionnel. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous dites oui, soit, mais l'un dans l'autre, c'est quand même une meilleure solution que ce qui existe? Alors il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait évoquer à ce sujet, mais on ne va pas pouvoir les aborder sur cette table ronde, mais on peut évoquer les principaux. Déjà, le mix énergétique français, on sait qu'il vient de l'électricité nucléaire notamment, qui ont eux-mêmes un rendement qui n'est pas favorable non plus globalement, donc il faut le prendre en compte aussi. Nous, quand on utilise cette énergie directement captée, les électrons verts qu'on prend directement depuis les éoliennes, il n'y a aucune perte. On les prend directement. Certes, il y a une première perte quand on crée l'hydrogène, puis une deuxième perte quand on recrée l'électricité. Mais globalement, cette perte, on l'a aussi quand on crée l'électricité depuis les centrales nucléaires. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, de toute façon, il est, comme on l'évoquait tout à l'heure, d'accepter le mix énergétique. Les batteries, qui sont avec un rendement supérieur, certes, quand on est avec une autonomie limitée, entre guillemets, et avec un temps de recharge important, les batteries peuvent répondre à des besoins dans les collectivités. Et l'ADEME et nous tous, nous encourageons le zéro carbone par la batterie pour les besoins qui le nécessitent. Mais dès qu'on a besoin d'autonomie, dès qu'on a besoin de capacité de chargement, dès qu'on n'a pas de possibilité de temps de recharge long, eh bien l'hydrogène s'impose d'elle-même. Dominique, oui. J'ai une question pour vous. Oui. Vous avez un véhicule? Non. Enfin oui, j'ai un vélo électrique. D'accord. Bon. Ghislain. Un vélo nucléaire. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que on fait des débats qui sont des faux débats. On a besoin de toutes les solutions. Quand vous prenez la mobilité, aujourd'hui, tout le monde dit « Ah non, mais on compare la batterie et le véhicule à hydrogène. Le véhicule hydrogène, c'est moins bien en efficacité énergétique. » C'est vrai. Mais quand les gens qui majoritairement ont acheté des véhicules thermiques, qu'ils soient essence ou diesel, le taux d'efficacité énergétique, alors juste au niveau du véhicule, c'est 25%. Oui, je sais. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est juste qu'il reste 5 minutes et il y a un point quand même que j'aurais voulu qu'on aborde et on va être obligé de le traiter rapidement. C'est quand même sur le coût des équipements et les perspectives parce qu'on parle beaucoup... dans les débats sur l'hydrogène en général, on parle beaucoup du coût de production de l'hydrogène décarboné, bas carbone, comparé à celui de l'hydrogène gris. Mais là, en l'occurrence pour les villes, le vrai sujet en termes de financier, c'est quand même le coût des équipements. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres d'idées et ensuite nous dire comment on peut espérer faire baisser ces coûts assez rapidement? Alors le coût d'une benne ordure ménagère, c'est hydrogène, c'est 3 fois plus cher qu'une benne et carburant fossile. Ça, c'est clair. Donc ça veut dire que ça ne sera jamais amorti, en fait. Alors, c'est pas vrai. Attendez. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, si. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est les volumes. Si vous prenez un prix, quand vous avez acheté votre premier magnétoscope, il était très cher. C'est exact. Mais aujourd'hui, c'est la situation. Aujourd'hui, c'est la situation.
nous, selon notre écosystème, parce que dans les conditions où nous sommes, on pense que le point d'équilibre entre donc la parité entre des véhicules tels qu'on les a aujourd'hui et des véhicules hydrogène, compte tenu de notre flotte et compte tenu de son développement et de la baisse du prix de l'hydrogène, parce que plus on en fabrique, moins c'est élevé. Cher, ouais. C'est donc tout compris, c'est environ 2026-2027. Donc sur un programme qui va de 2022 à 2030, on pense qu'à 2027, on sera à peu près à la parité. Il y a plusieurs raisons à ça. J'ai dit des baisse pour les véhicules. Moi, je plaide quand même pour qu'il y ait un peu de concurrence. Les bennes ordures ménagères, aujourd'hui, c'est un fournisseur. Donc, c'est réglé. Je veux dire, quand vous lancez un appel d'offres, évidemment, il vous fait le prix qu'il veut. Il paraît qu'il y en a plusieurs. En fait. Les bus, il n'y a pas énormément de concurrence. Il y en a un peu, mais les prix sont toujours élevés. Et c'est vrai que les industriels, notamment français, ne sont pas au rendez-vous. Enfin, aujourd'hui. J'espère qu'ils le seront demain, parce que ça pose quelques questions. Et puis, il y a autre chose, vous l'avez évoqué, c'est la nécessité de changer la motorisation pour répondre à la loi de transition énergétique, qui va faire monter le prix des véhicules de toute façon. Donc voilà, nous, notre calcul, selon notre écosystème, grosso modo, c'est 2027 à parité. Qui va faire monter le prix des véhicules conventionnels. Voilà, exactement. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre, Valérie Bondelport, par rapport au coût? Alors oui, on a bien compris, plus il y en aurait, moins ça serait cher, mais vous voyez le phénomène s'enclencher, la concurrence aussi? Au niveau des bus, on avait fait une étude parce que les villes fonctionnent en TCO, en coût total de possession, c'est-à-dire l'énergie plus les bus. Et c'est clair qu'il faut avoir un prix de l'hydrogène qui est bien inférieur à celui qui est effectivement celui que vous mentionnez, 10 à 12 euros le kilo. On estime que ce soit pour les bus ou pour les camions, tout le monde est confortable avec un 6 euros le kilo. Ça, c'est le prix de l'hydrogène, mais le prix du bus? Le coût du bus aujourd'hui, vous avez Je vous donne un exemple. Premier bus à hydrogène qui a été financé par la Commission européenne en 2010, 1,5 million. Ça fait cher le bus. La Commission européenne a lancé un programme pour subventionner un premier déploiement de 300 bus. Les bus sont tombés à 600 000 euros. Aujourd'hui, vous avez un autre programme européen qui a été lancé avec un constructeur. Alors, c'est dans des pays nordiques. Avec 600 bus, le bus est tombé à 400 000 euros, ce qui est à peu près l'équivalent du prix des bus électriques à batterie. Sur la benne ordure ménagère, là aussi, et je vous rejoins sur à peu près 2026-2027, à partir du moment où on va avoir un certain nombre de volumes, on va pouvoir faire baisser les bus. Et dans cet esprit-là, au sein de France Hydrogène, on a créé un groupe de travail sur la mobilité où on agrège les intentions de demande des collectivités. Sur le bus, aujourd'hui, on est à plus de 800 intentions de commande de bus. Pas forcément pour faire des achats groupés, mais pour donner de la visibilité aux constructeurs. Parce que aujourd'hui, vous avez beaucoup de constructeurs de bus qui sont positionnés, pas forcément les grosses marques, elles y viennent. Mais pourquoi? Parce qu'elles doivent développer des bus diesel plus propres. Elles doivent développer des bus gaz, des bus électriques à batterie et des bus à hydrogène. Donc il faut leur donner de la visibilité sur les intentions de commande pour qu'elles puissent se lancer sur ce marché-là et apporter des réponses aussi compétitives. Merci beaucoup. Il nous reste vraiment très peu de temps, 1 minute. Est-ce que vous voulez ajouter? Est-ce que c'est un argument que vous oppose les villes, le coût des équipements? Non, mais le coût est évidemment très important. Il a beau être renouvelable, notre hydrogène, s'il n'est pas économiquement viable, on n'en parle pas. On met la clé sous la porte, on arrête tout. Donc nous, notre objectif... Il y a des subventions aujourd'hui. Il y a des subventions, mais qui sont là pour accompagner ce lancement. Les subventions, nous, on veut vivre sans subventions, bien évidemment. Aujourd'hui, on est capable, nous, de proposer un hydrogène renouvelable distribué à la pompe à 9 euros du kilo, avec des petits sites de production entre guillemets, mais notre objectif, il est à 5 euros du kilo. Nous, on veut évidemment répondre à l'économie et aux besoins de la mobilité de la ville d'aujourd'hui. Très bien. Vous, de toute façon, vous êtes parti. Dijon, c'est parti. De toute façon, on est la parti. feuille de route, voilà. Je rejoins. Je veux dire, c'est clairement les baisses des coûts qui permettra de savoir si l'initiative qu'on a prise est validée ou pas et comment on doit réagir par rapport à ça. On sait qu'on a le développement, on a les véhicules, on peut peut-être faire du rétrofit plutôt que d'acheter des véhicules neufs parce que le marché n'est pas forcément, on l'a dit, très florissant aujourd'hui. Moi, je compte beaucoup sur le développement à la fois des technologies, parce que je pense qu'on peut faire de l'hydrogène dans des conditions optimales en termes de quantité, sur le fait que les industriels vont s'y mettre. Je ne peux pas trouver d'autres termes, notamment les plus gros.
Et puis également sur le fait que d'autres collectivités, puisque nous on a lancé un groupement d'achat sur les bennes à ordures ménagères, on va le lancer sur les bus, pour donner de la visibilité, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit, et de telle manière à faire baisser les coûts. L'objectif, c'est bien ça. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Malheureusement, on est arrivé au terme de cet échange. La prochaine table ronde, je crois, va toujours parler de mobilité électrique. Donc, on va pouvoir suivre ces débats. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous et à bientôt.